Sous les plafonds opulents de l'une des demeures les plus emblématiques de Las Vegas, les caméras du FBI ont capturé une scène inimaginable, qui allait ébranler la réputation même d'une célébrité connue de millions de personnes. Ce qui a commencé comme un audit financier de routine allait bientôt révéler un cauchemar caché derrière des murs de briques récemment construits. Les sols étaient submergés par l'eau, les murs s'affaissaient sous l'effet de l'humidité et des papiers étaient éparpillés dans un désordre chaotique. Partout où vous regardiez, la rouille souille les coins et l'air lui-même semblait dégager un sentiment inquiétant de décadence, comme si quelqu'un avait fait de grands efforts pour effacer toute trace trop dangereuse pour être laissée derrière lui. Une révision fiscale apparemment banale avait révélé une vérité effrayante qui allait modifier à jamais la perception du public à l'égard de Rick Harrison, le visage bien-aimé de Étoile de Pion. Ce que le monde connaissait autrefois comme un homme d'affaires prospère semblait maintenant s'effondrer sous le poids de ses propres secrets. L'homme que les téléspectateurs voyaient sur leurs écrans n'était pas ce qu'il semblait être. Mais qui était le vrai Rick Harrison et que se cachait dans l'ombre? Il s'avère que l'histoire commençait seulement à se dérouler. Tout a commencé en silence, comme le font la plupart des tragédies. Aucune sirène n'a retenti, aucun titre n'a fait la une des journaux. Il s'agissait simplement d'un email interne de l'IRS, daté d'avril 2022, constatant des écarts mineurs dans les déclarations fiscales du célèbre Gold et Silver Pawn Shop de Las Vegas. Pour les agents du fisc, cela semblait n'être qu'un cas banal parmi les montagnes de paperasse qu'ils traitaient chaque année. Cependant, ce petit écart, une simple anomalie comptable, serait la première fissure d'un barrage sur le point de rompre. L'audit préliminaire a révélé des détails troublants, des transactions en espèces non déclarées, des articles ajoutés à l'inventaire sans documentation appropriée et des écarts dans les mouvements de compte qui ne correspondaient pas aux revenus déclarés de l'émission télévisée. Une simple différence de 143,87 $ entre les revenus déclarés et les écritures bancaires réelles semblait insignifiante, ou ce n'était pas le genre de somme qui ferait paniquer une célébrité de la stature de Rick Harrison. Mais cela suffisait à éveiller les soupçons et à inciter à un examen plus approfondi des livres. Au fur et à mesure que les agents creusaient plus loin, il est rapidement devenu évident que quelque chose de bien plus troublant était en jeu. L'audit a révélé une liste d'objets de grande valeur, des montres de poche anciennes, des manuscrits religieux rares et même des figures bouddhistes en ivoire vendues aux prêteurs sur gage sans aucune origine traçable. Initialement considérés comme des oublis administratifs mineurs, ces ventes ont pris une teinte beaucoup plus sombre lorsqu'il a été découvert que certains de ces objets figuraient sur des drapeaux rouges internationaux ou des objets volés catalogués par Interpol et l'UNESCO, pillés lors des conflits en Syrie, en Jordanie et en Asie du Sud-Est. L'une des découvertes les plus alarmantes était un codex manuscrit syriaque, datant du XIe siècle, qui avait été vendu au magasin pour seulement 7 $ en espèces. Cet objet correspondait exactement à la description d'une pièce déclarée volée par le Musée national de Damas à la suite d'un attentat à la bombe en 2015. Des images haute résolution ont confirmé son authenticité et sa concordance effrayante avec les archives numériques du musée. Des vérifications croisées avec les bases de données douanières et patrimoniales ont révélé qu'au moins 37 articles dans le magasin de la famille Harrison étaient d'origine inconnue, beaucoup d'entre eux étant liés à des trésors pillés dans des régions déchirées par la guerre. La question brûlante était la suivante: comment ces objets précieux avaient-ils pu parvenir jusqu'à Las Vegas sans que personne ne s'en aperçoive? Et pourquoi un prêteur sur gage aussi prestigieux risquerait-il de vendre des biens volés ou faisant l'objet d'un trafic illégal? La réponse, semblait-il, résidait dans la silhouette obscure d'une société appelée West Desert Trading LLS. Enregistrée au Nevada et opérant à partir d'un bureau vide à Henderson, West Desert Trading figurait sur la liste des principaux fournisseurs de bon nombre de ces articles douteux. L'entreprise n'avait pas de site web, pas d'employés répertoriés et pas de numéro de téléphone vérifiable, mais son adresse correspondait à celle d'une fondation d'art exotique appartenant à un citoyen jordanien arrêté en 2017 pour contrebande de trésors archéologiques. La situation est devenue encore plus préoccupante lorsqu'il a été découvert qu'Austin Russell, mieux connu des téléspectateurs sous le nom de Chinley, l'associé de longue date de Rick Harrison, figurait sur la liste des signataires des documents relatifs à l'expédition de ces articles. Le lien entre les stars de l'émission télévisée et le commerce illicite rendait l'enquête d'autant plus sensible. En juillet 2022, le FBI avait repris l'affaire après avoir été alerté par l'IRS des irrégularités, et l'unité de trafic du patrimoine culturel du ministère de la Justice a été chargée d'enquêter sur la situation. Ce qui avait commencé comme un simple examen de la traçabilité des actifs s'est rapidement transformé en une enquête beaucoup plus vaste. Les autorités ont émis un mandat de perquisition complet pour le manoir de Rick Harrison, ainsi que pour son entreprise et ses propriétés familiales. Les procureurs fédéraux ont commencé à admettre la théorie selon laquelle le Gold et Silver Pawn Shop était bien plus qu'un simple plateau de télé-réalité.
il pourrait très bien servir de façade à un réseau mondial spécialisé dans le blanchiment et la redistribution de biens pillés, utilisant la notoriété du magasin comme façade de légitimité. Le fait que le magasin ait habituellement recours à des transactions en espèces dépassant 10 000 $, des paiements qui n'ont jamais été signalés aux autorités, a clairement compliqué la situation, ce qui constitue une violation flagrante de la loi fédérale américaine. En août 2022, un ancien employé, dont l'identité est restée confidentielle, a livré un témoignage choquant. Ils ont décrit comment des objets rares et précieux étaient régulièrement livrés à la porte arrière du prêteur sur gage, enveloppés dans des couvertures ou même dans des valises diplomatiques. Ils n'ont jamais posé de questions, a déclaré le lanceur d'alerte. Ils ont été payés et on leur a dit d'exposer les objets. Cette révélation est devenue le moment charnière qui a conduit à l'ordonnance du tribunal ordonnant une perquisition dans le manoir de Rick Harrison à Summerlin, à Las Vegas, sa résidence principale et son siège social. Pourtant, personne, pas même les enquêteurs les plus chevronnés, n'aurait pu se préparer aux horreurs qu'ils allaient découvrir derrière ces murs épais et scellés. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, l'enquête est passée d'un simple cas d'évasion fiscale à quelque chose de bien plus sinistre, le crime organisé à l'échelle internationale. Émilie Reyes, la procureure adjointe chargée de l'affaire, a résumé la gravité de la situation dans une déclaration scellée à la presse, ce qui a commencé comme une anomalie comptable mineure est devenu l'épicentre d'une opération transnationale qui mêle culture des célébrités, objets pillés et réseaux complexes de blanchiment d'argent. Il était désormais clair qu'il ne s'agissait plus seulement de chiffres ou d'infractions fiscales. Le mythe de Étoile de Pion, l'une des émissions de télé-réalité les plus regardées au monde, était sur le point de s'effondrer, alors que sa surface scintillante commençait à se fissurer et à révéler une réalité bien plus sombre en dessous. Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait et que de plus en plus de pièces se mettaient en place, la façade de ce que des millions de personnes croyaient être un prêteur sur gage familial pittoresque a été lentement, mais inévitablement, détruite, un artefact volé à la fois. Le monde devait désormais se demander combien de secrets encore se cachaient derrière les caméras, derrière les murs et sous l'extérieur glamour de l'un des établissements les plus connus de Las Vegas. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons le monde financier souterrain qui se cache sous la surface de l'histoire. Nous plongerons en profondeur dans le monde complexe des labyrinthes bancaires, des sociétés écrans et des connexions internationales qui ont finalement transformé Rick Harrison d'une personnalité de télévision bien aimée en le cerveau présumé d'un syndicat criminel mondial. Derrière la façade glamour de Le Prix de l'Histoire, la réalité était bien plus sinistre. L'enquête du FBI a mis au jour un réseau soigneusement construit de sociétés écrans stratégiquement dispersées dans des paradis fiscaux comme le Belize, Chypre et les îles Vierges britanniques. Ces sociétés, qui semblaient n'avoir ni employés ni opérations visibles, servaient de canal pour siphonner l'argent hors des États-Unis. De 2020 à 2022, les fonds ont été acheminés via ces entités offshore avant d'être réinvestis dans les achats personnels d'art et d'antiquités d'Harrison. La piste financière était à la fois complexe et alarmante. La somme colossale de 4,7 millions de $ a été réinjectée dans les comptes personnels d'Harrison grâce à une série de transactions triangulées. Ces fonds, provenant de son magasin Gold et Silver Pawn, transitaient par des structures offshore conçues pour masquer leur véritable origine. Au moment où ils ont refait surface dans les récits d'Harrison, ils étaient présentés comme légitimes, ce qui rendait pratiquement impossible la recherche de leurs origines criminelles ou la vérification de leur authenticité. Ce qui était particulièrement inquiétant n'était pas seulement le volume de ces transactions, mais aussi leur fréquence, une moyenne d'une transaction tous les 19 jours sur une période de 2 ans. Pour ne rien arranger, entre 2017 et 2021, 5 collectionneurs privés, tous liés aux prêteurs sur gage, ont disparu sans laisser de traces. Leurs disparitions ont fait naître des soupçons selon lesquels il s'agissait non seulement de clients mais aussi de personnalités potentielles sacrifiées dans un système beaucoup plus vaste de blanchiment d'argent et de trafic illicite. Le schéma qui en est ressorti était profondément troublant, des sommes d'argent massives étaient échangées, des objets sans historique vérifiable étaient achetés et vendus, des documents étaient falsifiés, puis le silence s'installait. Chaque transaction semblait méticuleusement orchestrée, chaque compte offshore était un témoignage silencieux d'activité criminelle. Le prêteur sur gage, autrefois considéré comme une entreprise animée, n'apparaissait désormais plus qu'une façade soigneusement construite pour une opération bien plus néfaste. Ce qui était initialement perçu comme un simple cas d'évasion fiscale s'est révélé être la couche externe d'un réseau criminel transnational aux implications considérables. Chaque artefact était plus qu'un simple objet, c'était un maillon d'une chaîne de transactions illégales qui s'étendait sur les frontières et les continents, cachant un récit beaucoup plus sombre sous son allure historique. Au fur et à mesure que l'enquête se déroulait,
les autorités ont tourné leur attention vers l'endroit où tout aurait pu commencer ou se terminer dans l'opulente demeure de Rick Harrison. Niché dans le quartier exclusif de Ridge à Summerlin, à Las Vegas, ce domaine semblait, à première vue, être une retraite luxueuse pour un homme qui avait laissé les projecteurs derrière lui. Des caméras de surveillance parsemaient le périmètre, des jardiniers entretenaient le terrain et tout semblait parfaitement ordinaire. Cependant, les caméras cachées, les drones et les véhicules secrets ont rapidement brossé un tableau très différent. Entre 22h et 3h vers 3h du matin, des véhicules banalisés arrivaient à l'entrée arrière du manoir, déchargeant des caisses en bois dépourvues de toute marque d'identification. Certaines caisses étaient même suffisamment grandes pour ressembler à des cercueils. Ces livraisons suspectes ont déclenché des signaux d'alarme et suggéré que quelque chose de bien plus sinistre était en jeu. Le 9 mars 2024, la cellule de renseignement financier a déployé un scanner thermique mobile pour inspecter les lieux, et ce qu'ils ont découvert les a laissés stupéfaits. Sous la maison principale, ils ont trouvé 3 chambres souterraines non enregistrées, chacune dotée de murs en béton armé et de portes en acier. L'une de ces chambres était spécialement fortifiée, avec une épaisseur de parois comparable à celle d'un coffre-fort de banque. Quel type d'opération pourrait nécessiter un tel niveau de sécurité? En avril, le FBI a obtenu une ordonnance du tribunal pour perquisitionner la propriété. Mais avant que l'opération ne puisse commencer, ils ont fait une autre découverte effrayante, une antenne parabolique cachée dans le jardin arrière, camouflée parmi les arbustes. Cette antenne transmettait des signaux cryptés à un serveur situé en Europe de l'Est, suggérant que le manoir aurait pu servir de plaque tournante clandestine pour les communications et les opérations internationales. À 4h04 le 17 avril 2024, le FBI a exécuté le raid. Plus de 26 agents armés, vêtus d'uniformes tactiques noirs, ont encerclé le domaine. L'opération a été exécutée avec précision, l'électricité a été coupée, les signaux Wi-Fi et mobiles ont été bloqués et les agents ont pénétré dans la propriété par 3 points distincts. En moins de 12 minutes, tout le manoir était sécurisé. Ce que les agents ont découvert à l'intérieur était tout simplement étonnant. Le manoir a été fortifié d'une manière qui allait bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre d'une résidence haut de gamme. Certaines pièces comportaient des portes blindées, tandis que des caméras étaient positionnées non pas pour surveiller l'extérieur, mais plutôt pour observer les habitants de la maison. Un livre particulier, l'Odyssée, édition 1926, dissimulait un escalier menant à un niveau inférieur non enregistré. Mais la découverte la plus troublante a eu lieu dans l'aile ouest, qui semblait étrangement abandonnée. Le sol craquait de manière anormale et un expert en structure détecta de subtiles vibrations, comme si une sorte de machine fonctionnait sous la surface. Lorsque les agents ont finalement découvert une trappe en métal, ils ont réalisé qu'elle était verrouillée grâce à l'empreinte digitale de Rick Harrison. Un scanner biométrique, récupéré dans son bureau, a été utilisé pour déverrouiller la porte, révélant ce qui se trouvait en dessous. Les couloirs souterrains étaient remplis de caisses en bois semblables à celles vues lors des livraisons nocturnes, ainsi que d'un système de vidéosurveillance caché, complètement séparé du reste des caméras de la maison. Ce système était alimenté par un générateur indépendant, suggérant un niveau d'autonomie qui laissait présager une opération bien plus importante que ce que quiconque avait initialement imaginé. Les preuves découvertes jusqu'à présent suggèrent une opération conçue dans un seul but, la dissimulation et le compartimentage des activités illégales. Au fil de l'enquête, il est devenu évident que le manoir n'était pas seulement la maison d'une ancienne star de la télévision, c'était un centre logistique bien organisé, méticuleusement construit pour échapper à la détection et résister à tout examen minutieux. Les médias sont rapidement descendus sur les lieux et les images du raid dramatique du FBI, accompagnés de véhicules noirs banalisés et d'ambulances en attente, sont devenus virales. Les questions se sont multipliées, qu'est-ce que Rick Harrison cachait sous son propre toit? Qui d'autre était impliqué dans ce réseau criminel tentaculaire? Et jusqu'où s'étendaient ses racines? Dans le prochain chapitre, les réponses à ces questions apparaîtront à mesure que l'enquête approfondira les horreurs cachées à l'intérieur du soi-disant « musée de la mort ». Ce que le FBI a découvert dans ces salles souterraines dépassait de loin tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Lorsque les agents pénétraient dans l'espace souterrain glacial, ils ont ressenti une atmosphère étrange, presque palpable, suggérant qu'il ne s'agissait pas simplement d'une cave cachée ou d'un sanctuaire secret, mais d'un espace conçu pour cacher quelque chose de bien plus horrible. Parmi les premières pièces se trouvaient des dizaines de caisses en bois banalisées, tout comme celles déchargées lors des livraisons nocturnes. En les ouvrant, les agents ont découvert une inquiétante collection d'objets volés, des idoles mésopotamiennes, des fragments de tapisserie byzantine, des manuscrits médiévaux calcinés, et même une statue mutilée de la déesse Bastet, ses étiquettes écrites en arabe. Ces objets,
dont beaucoup étaient liés à des rapports internationaux faisant état de pillages en Syrie, en Irak et en Afrique du Nord, dressaient un sombre tableau de la véritable ampleur de l'opération. Mais la découverte la plus inquiétante a eu lieu dans la bibliothèque cachée. Ce n'était pas n'importe quelle salle de lecture privée, mais une chambre macabre qui cachait un secret effrayant. Derrière un faux panneau, des agents ont découvert le corps en décomposition d'un des collectionneurs disparus. Son identification a été confirmée grâce à une bague de jade personnalisée et à des dossiers dentaires. Enveloppé dans une couverture de cérémonie, son corps semblait faire partie d'un spectacle rituel. S'ensuivit une fouille plus exhaustive du complexe souterrain et les découvertes devinrent encore plus horribles. Au total, 24 corps supplémentaires ont été retrouvés, certains conservés dans des chambres froides, d'autres disposés dans une galerie de trophées grotesques. La pièce, éclairée par des lumières chaleureuses, présentait des vitrines en verre contenant des restes humains, des doigts ornés de bagues anciennes, des yeux conservés dans des bocaux de formaldéhyde, des mèches de cheveux portant des étiquettes numérotées. Chaque artefact a été méticuleusement catalogué, avec des descriptions manuscrites détaillant les dates, les noms et les origines géographiques des individus. La scène était un reflet grotesque des profondeurs de l'empire criminel de Rick Harrison, un rappel effrayant que sous la surface du luxe et de la célébrité, des forces obscures étaient à l'œuvre. L'enquête venait tout juste de commencer et la vérité était bien plus horrible que quiconque ne l'aurait imaginé. Les experts légistes ont confirmé une vérité effrayante, les corps découverts dans la galerie souterraine appartenaient pour la plupart à des personnes portées disparues entre 2016 et 2023, principalement des collectionneurs, des marchands d'art et des antiquaires. Certaines des victimes avaient été étranglées, d'autres portaient des marques indubitables de torture et plusieurs ont été retrouvées recroquevillées en position fétale, entourées d'objets personnels. Cette sinistre découverte n'était pas un hasard. Un schéma inquiétant est rapidement apparu, chacune de ces personnes disparues avait interagi avec le magasin Gold et Silver Pawn dans les semaines ou les mois précédant leur disparition. Au milieu des horreurs, les enquêteurs sont tombés sur ce qu'ils ont décrit comme le « chef-d'œuvre de l'horreur », un masque grotesque fabriqué à partir de fragments de peau humaine, des yeux artificiels en verre antique et une mâchoire montée sur un socle en marbre noir. À ses pieds, une note écrite en latin disait « Le morse éternel est la forme du lié, la mort éternelle est la forme du plaisir ». Le sinistre message ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Ce qui avait commencé comme une affaire de contrebande ou de blanchiment d'argent s'est rapidement révélé être quelque chose de bien plus macabre, une série de meurtres rituels soigneusement orchestrés, exécutés avec une précision effrayante et documentés avec une touche artistique étrange. Rick Harrison, autrefois considéré comme un homme d'affaires inoffensif avec un penchant pour les antiquités, était désormais reconnu comme quelque chose de bien plus sombre. Le procureur fédéral Reyes ne l'a pas décrit comme un simple dealer, mais comme le conservateur de son propre musée grotesque de la mort. La frénésie médiatique a été immédiate, avec des fuites d'images des couloirs souterrains du manoir, des vitrines contenant des restes humains et une liste partielle des victimes se répandant comme une traînée de poudre à travers le monde. Le manoir, désormais sous la garde des forces spéciales, a été surnommé la « Maison de l'horreur de Las Vegas ». Les autorités ont rapidement restreint l'accès du public, craignant que des fuites encore plus inquiétantes ne fassent surface. Alors que le FBI commençait à reconstituer le profil psychologique de l'homme derrière le masque, le public ne pouvait s'empêcher de se demander comment quelqu'un d'aussi familier, quelqu'un qui était à la télévision depuis des années, pouvait-il cacher une double vie aussi monstrueuse? L'enquête ne faisait que commencer, et bientôt, toute l'étendue de sa psyché tordue serait révélée, modifiant potentiellement la façon dont le monde percevait non seulement Harrison, mais aussi la nature même de la célébrité et de la manipulation elle-même. Puis, le 18 avril 2024, un jour seulement après la perquisition de son manoir, Rick Harrison est arrêté sans résistance dans le parking souterrain d'un hôtel de luxe du centre-ville de Las Vegas. Arborant une casquette sombre, des lunettes de soleil et tenant un petit carnet en moleskine dans sa main droite, Harrison ne montra aucune surprise, peur ou confusion. Les agents fédéraux ont rapporté que son attitude était d'une froideur déconcertante, calculée, presque chirurgicale. Tandis qu'il l'emmenait, il marmonna une phrase glaçante, écrite à l'encre rouge sur son carnet, « Je dois m'occuper de lui bientôt. Il en demande trop. Je dois m'en occuper bientôt. En demande trop. » L'expression faisait référence à l'un des collectionneurs disparus en 2021, un homme connu pour la dernière fois avoir effectué une transaction pour un poignard ottoman du Xe siècle. Cette découverte a provoqué une onde de choc au sein de l'équipe de profileurs du FBI, confirmant ce qu'il craignait, Rick Harrison n'était pas un tueur sporadique et impulsif, c'était un psychopathe froid, méthodique et brillant. Il avait vécu une double vie pendant des décennies,
équilibrant son rôle d'expert charismatique en antiquités aimé par des millions de personnes et son existence sombre et cachée de prédateurs. Les évaluations psychologiques effectuées par l'unité médico-légale comportementale du FBI à Quantico ont identifié Harrison comme un tueur en série organisé et hautement fonctionnel, planifiant méticuleusement chaque crime avec précision, tout en conservant une personnalité publique impeccable qui lui offrait des alibis parfaits. Ce type de double existence, bien que courant dans le cas de tueurs organisés, a été porté à un nouveau niveau par Harrison. Son besoin obsessionnel de contrôle était évident non seulement dans ses relations professionnelles, mais également dans sa vie personnelle. Selon d'anciens collègues et employés de Gold et Silver Pawn, le magasin fonctionnait selon une règle non écrite, rien qu'il s'agisse d'une pièce de monnaie de la Rome antique ou d'un accord avec un collectionneur privé ne pouvait bouger sans l'approbation explicite d'Harrison. Ce désir de contrôle s'est étendu à ses activités criminelles. Chaque corps découvert dans sa galerie souterraine avait été soigneusement positionné, aligné dans un ordre précis correspondant à ses dossiers personnels. Il est devenu clair que pour Harrison, la mort n'était pas simplement une fin, mais une extension de son esthétique professionnelle, un moyen de préserver quelque chose de précieux, même si cela impliquait de tuer des vies. En fouillant dans ses archives personnelles, les enquêteurs ont découvert plus de 200 notes manuscrites dans lesquelles Harrison réfléchissait sur le pouvoir symbolique des objets. Une entrée particulièrement troublante disait « Un objet n'atteint sa plénitude que lorsqu'il est craint, lorsqu'il porte le poids d'une histoire que personne d'autre n'oserait raconter. » Quoi de plus précieux qu'un éternel secret? Cette philosophie à parts égales narcissique, mystique et cynique était au cœur de ses actions. Harrison ne collectionnait pas par amour de l'art ou de l'histoire, il collectionnait pour dominer, contrôler et créer un monde dans lequel il était le marionnettiste, et tous les autres jouaient leur rôle dans son récit soigneusement élaboré. Le rapport du FBI a également souligné sa capacité exceptionnelle à maintenir une image publique charmante, amicale et professionnelle. Pour des millions de personnes, Rick Harrison était un expert apprécié en matière d'antiquité, mais cette façade n'était précisément que cela, un masque, savamment construit et renforcé par l'admiration du public. Le docteur Eduardo Salvatierra, criminologue spécialisé dans les affaires de meurtres liées aux médias, a souligné que ce type de double vie est l'une des formes de mal les plus sophistiquées. Le charisme d'Harrison, associé à sa renommée, faisait de lui le parfait prédateur. Son monstre n'avait pas besoin de se cacher dans l'ombre, il a prospéré sous les projecteurs, protégé par la renommée même qui a fait de lui un nom connu. Alors que le monde était aux prises avec la révélation de ces horribles crimes, la personnalité autrefois populaire d'Harrison en tant qu'antiquaire expert a été brisée. Il était désormais considéré comme un architecte de l'horreur moderne, un cerveau criminel qui avait utilisé le pouvoir de la culture, du commerce et de la renommée pour construire un univers personnel de mort, de rituels et de perversion. En attendant sa première audience formelle dans une prison fédérale à sécurité maximale, il est resté silencieux, refusant l'assistance d'un avocat et ne montrant aucune émotion. Au lieu de cela, il a simplement demandé un cahier et un crayon pour continuer à écrire, comme si la vie que ce soit en prison ou hors de prison n'était qu'une autre histoire qu'il devait contrôler. Le procureur a déclaré publiquement que le procès d'Harrison serait l'un des plus complexes et des plus importants du XXIe siècle, promettant que l'affaire serait étudiée pendant des années dans le cadre de cours de criminologie et de psychologie légale. Ce n'est pas seulement le nombre de victimes ou l'ampleur du réseau criminel qui a rendu cette affaire si extraordinaire, c'est le rappel brutal du pouvoir de l'image, de la manipulation du public et de la façon dont le mal peut se cacher derrière les façades les plus charmantes. Alors que le monde essayait de donner un sens à l'homme qu'il pensait connaître, une question obsédante persistait dans l'air, combien d'autres visages bien connus cachent de sombres secrets derrière leurs images publiques raffinées? Dans le chapitre suivant, intitulé Réseau criminel international des antiquités aux morts, l'histoire prend une tournure encore plus sombre. Ce qui a commencé comme un simple prêteur sur gage pourrait devenir un élément crucial d'un réseau mondial de trafic, de pouvoir et de destruction. Lorsque les agents du FBI ont eu accès aux serveurs saisis dans le manoir de Rick Harrison, ils ont découvert une opération criminelle de grande envergure. Harrison n'agissait pas seul, il était un personnage clé d'un réseau international sophistiqué spécialisé dans le trafic d'antiquités pillées, dont beaucoup étaient liés à des meurtres rituels et à des disparitions. Les communications interceptées via des plateformes ultra sécurisées comme Encrochat et SkyECC ont révélé qu'Harrison coordonnait des opérations secrètes avec des cellules criminelles en Turquie, en Égypte, en Irak et dans les Balkans. Ces objets illicites, importés clandestinement des zones de conflit, transitaient par l'Europe de l'Est avant d'être expédiés vers des destinations telles que les États-Unis et la Chine sous couvert de dons à des musées ou de cadeaux diplomatiques. Un document particulièrement accablant était une facture numérique, émise sous le nom d'une fondation fictive d'Amsterdam,
qui répertoriait 23 objets égyptiens dont une statuette dorée d'Osiris et un papyrus funéraire datant de 300 avant JC envoyés à Las Vegas. L'intrigue s'épaissit et l'étendue de l'empire criminel d'Harrison commence à apparaître, faisant allusion à un réseau beaucoup plus vaste que quiconque aurait pu l'imaginer. Les objets ont été découverts dans l'un des coffres-forts du manoir de Rick Harrison, chacun étant méticuleusement disposé et étiqueté avec des étiquettes en arabe, turc et français. La valeur estimée du lot 2 à elle seule était de 4 millions de dollars. Au total, les autorités ont mis au jour 147 objets archéologiques, tous d'origine illégale, dispersés entre le prêteur sur gage d'Harrison et ses propriétés personnelles. La valeur combinée de ces pièces dépassait les 19 millions de dollars sur le marché noir. Cependant, les experts affirment que si ces objets devaient entrer dans des collections privées d'élite, leur valeur pourrait atteindre jusqu'à 3 fois cette valeur. Pourtant, la véritable horreur de cette découverte n'était pas seulement la valeur monétaire astronomique, mais aussi le lien effrayant entre plusieurs de ces artefacts et la disparition de leurs propriétaires ou intermédiaires d'origine. Parmi les noms signalés dans les communications interceptées figuraient des trafiquants culturels notoires connus d'Interpol, dont beaucoup faisaient l'objet de mandats d'arrêt ouverts. L'un de ces individus, un ressortissant serbe identifié uniquement sous le nom de B, aurait servi d'intermédiaire entre les pilleurs en Syrie et en Irak et les distributeurs européens. Dans un message révélateur daté du 11 janvier 2023, Rick Harrison a écrit : « J'ai reçu les reliques. Le conteneur est arrivé propre. La tête de l'acheteur est toujours intéressée mais a besoin de silence. Nous nous sommes mis d'accord sur 2 millions. » L'utilisation constante de termes tels que « tête » et « silence » a déclenché un signal d'alarme pour les linguistes légistes, qui ont rapidement conclu qu'il s'agissait probablement de références codées à des acheteurs de premier plan et à des meurtres planifiés destinés à éliminer des témoins ou des intermédiaires gênants. Un message encore plus accablant lut : « L'art ne parle pas. L'art ne trahit pas. Mais les hommes le font. » Cette déclaration énigmatique n'a fait que renforcer la théorie selon laquelle le trafic d'antiquités n'était pas simplement une opération commerciale, c'était une couverture pour des activités encore plus sombres et sinistres. Ces opérations semblent avoir été utilisées pour financer et masquer des rituels de disparition forcée, de consolidation du pouvoir et de contrôle sur les réseaux internationaux de collecteurs et de trafiquants. Une enquête plus approfondie a révélé des liens avec des entreprises clientes et des personnalités publiques de haut rang, bien que leur identité reste cachée pour des raisons juridiques. Toutefois, des sources proches de l'enquête ont confirmé qu'au moins 3 hommes d'affaires chinois, un diplomate d'Asie centrale et un collectionneur américain résidant à Dubaï sont nommés dans les dossiers, liés à d'importantes transactions financières sous des pseudonymes. Les transferts ont été effectués à l'aide de crypto-monnaies, principalement Monero et SECH, difficiles à retracer. Les identifiants de portefeuille ont été retracés jusqu'à des serveurs situés en Russie et en Corée du Nord, soulignant la nature transnationale du réseau criminel. Cela a conduit le FBI à lancer des efforts de collaboration avec Interpol, Europol et le Conseil international des musées, ICOM. Une opération conjointe, menée entre le 10 et le 13 mai 2024, a permis de récupérer 43 objets volés dans des entrepôts secrets à Bruxelles, Marseille et Istanbul. Certains de ces objets portaient des étiquettes correspondant à celles vendues ou exposées dans le prêteur sur gage d'Harrison. La découverte la plus horrible est peut-être qu'au moins 12 de ces pièces récupérées contenaient des traces d'ADN humain, de sang et de fluides corporels préservés ou des indications claires qu'elles pourraient avoir été utilisées dans des cérémonies rituelles ou même dans des homicides. Par exemple, un poignard de cérémonie avec un manche en os humain conservait encore des traces biologiques liées à un collectionneur allemand mystérieusement disparu en 2020. Comme l'a déclaré de manière poignante le chef de la division des crimes liés au patrimoine culturel du FBI. Ce qui a commencé comme une opération de contrebande est devenu un réseau mondial de morts. Le trafic d'antiquités, semblait-il, n'était qu'une façade pour une entreprise criminelle bien plus vaste et plus sinistre qui impliquait des rituels sectaires, la consolidation du pouvoir et un mépris pervers pour la vie humaine. Conséquence directe de cette accumulation de preuves, les autorités nord-américaines ont demandé l'extradition de 8 personnes liées à l'affaire Harrison, des conservateurs, des restaurateurs et des collectionneurs qui auraient joué un rôle actif dans le blanchiment de ces artefacts illicites et leur auraient conféré un vernis de légitimité par le biais des institutions culturelles. Pendant ce temps, le procès de Rick Harrison continue d'accumuler une liste toujours croissante d'accusations, notamment trafic international, homicide aggravé, associations illicites, profanation de corps et crimes contre le patrimoine culturel. Chaque jour apporte de nouvelles révélations, de nouveaux documents et de nouveaux noms. Des victimes oubliées depuis longtemps réclament désormais justice dans les ombres de l'histoire. Même si l'enquête est loin d'être terminée, une chose est indéniablement claire.
Le visage de la personnalité de la télévision qui a appris au monde à valoriser l'histoire est désormais devenu synonyme de sa plus sombre profanation. Des rapports provenant de sources confidentielles suggèrent que certaines personnalités du secteur des antiquités ont participé à des transactions secrètes visant à modifier la provenance d'objets volés ou à délivrer des certificats d'authenticité douteux. L'une de ces personnalités est LH, un conservateur renommé d'art mésopotamien qui a travaillé pendant des années dans un prestigieux musée privé de Los Angeles. Selon les enregistrements numériques récupérés sur les serveurs de Rick Harrison, LH a validé plus de 36 pièces sans demander une documentation complète sur leur origine. En échange, il a reçu des paiements directs totalisant plus de 280 000 $, acheminés via une fausse fondation basée à Chypre. Cette révélation met en lumière une réalité troublante contre laquelle de nombreux experts avaient discrètement mis en garde. L'industrie des antiquités opère dans une zone floue, souvent moralement grise, où la valeur d'un artefact est souvent dictée davantage par la réputation de la personne qui se porte garante de son authenticité que par une documentation vérifiable. L'archéologue suisse John-Luc Perrin l'a exprimé succinctement: dans le monde de l'art ancien, la vérité est négociable et la légalité est une question de contexte et de commodité. Rick Harrison, bien conscient de ces fissures systémiques, les a exploitées avec précision pendant des années. En naviguant dans ce réseau alambiqué de complicité, il a élaboré un système de légitimation informel mais très efficace, où le prestige remplaçait la documentation juridique et où l'image publique garantissait l'immunité. Le tissu de complicité s'étend cependant au-delà du secteur culturel. Des sources proches de l'enquête ont également suggéré que plusieurs hauts fonctionnaires du département du patrimoine du Nevada avaient facilité des processus irréguliers pour étiqueter certaines pièces comme des découvertes locales, évitant ainsi la surveillance fédérale. En échange, ces fonctionnaires ont reçu de somptueux cadeaux, des voyages et des incitations financières déguisées en dons éducatifs. La télévision, bien entendu, a joué un rôle central dans la construction de la personnalité publique de Rick Harrison. Pendant plus d'une décennie, il a été présenté au monde comme une figure fiable et fiable, quelqu'un capable d'éduquer, de divertir et même de rendre l'histoire accessible. Son spectacle, Le Prix de l'Histoire, a fait de lui un nom connu, admiré par des millions de personnes pour son humour, ses connaissances et son attitude accessible. Mais derrière le rideau de cette image soigneusement sélectionnée se cache une réalité bien plus sombre. Pendant des années, Harrison a agi en toute impunité, utilisant sa renommée télévisée pour dissimuler son implication dans des transactions d'1 million de dollars impliquant des antiquités pillées, tout en conservant une apparence de crédibilité. Il n'est donc pas surprenant que bon nombre des pièces saisies dans le manoir ou dans le prêteur sur gage d'Harrison aient déjà été exposées dans des musées respectés ou dans de grandes expositions internationales, souvent accompagnées de certificats d'authenticité délivrés par des universitaires et des institutions de renom. Une statue syrienne du IVe siècle avant Jésus-Christ, par exemple, était autrefois la pièce maîtresse d'une exposition sur les civilisations anciennes à Berlin, accompagnée d'un certificat d'authenticité signé par un universitaire qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour falsification documentaire. C'est ici que l'affaire Harrison transcende les actions d'un individu pour devenir une critique plus large des systèmes culturels et juridiques qui autorisent, dissimulent et même légitiment ces actes criminels. Comme l'a déclaré la procureure Émilie Reyes lors d'une récente conférence de presse. Il ne s'agit pas seulement du procès d'un homme, c'est le procès d'une industrie qui, depuis des années, a permis à l'avidité de se faire passer pour une culture et au prestige de servir de monnaie de silence. Alors que le monde attend désormais le début officiel des procès contre les complices identifiés d'Harrison, la communauté culturelle internationale est confrontée à une réalité inconfortable. Combien d'autres personnalités comme Rick Harrison opèrent sous couvert de légitimité? Combien d'objets des collections de musées sont entachés d'effusions de sang, de vols et de disparitions? Et peut-être le plus troublant encore, combien de fois la société fermera-t-elle les yeux simplement parce que les auteurs de ces crimes sont des visages familiers? Dans le prochain chapitre, le double visage de la renommée au TV contre réalité, nous explorerons comment l'image présentée au public à la télévision n'était qu'un côté de la personnalité de Rick Harrison ou une image très éloignée de la vérité de ses relations les plus sombres dans les coulisses. Pendant plus de 15 ans, Rick Harrison était une figure aimée et familière de millions de téléspectateurs. L'homme à la voix grave et au sourire facile est devenu un visage de confiance sur le Prix de l'Histoire, un spectacle qui a non seulement diverti mais aussi éduqué le public. Connu pour sa narration captivante et sa passion pour l'histoire, Rick était l'incarnation parfaite de l'enseignant que nous souhaitions tous avoir, une figure qui rendait l'apprentissage du passé à la fois accessible et agréable. Mais comme les enquêtes l'ont révélé, l'homme qui nous a enseigné l'histoire était également profondément mêlé à un réseau de violence, de crimes et de trahison. Son journal personnel, découvert caché derrière un portrait de son grand-père, contenait une déclaration obsédante qui a tout changé. Tout le monde a un musée secret.
Le mien a des cadavres. Cette déclaration glaçante marque un tournant décisif dans l'affaire. Nous ne pouvons plus considérer Harrison simplement comme un marchand perdu dans une toile de crime, c'est désormais un homme qui a consciemment conçu, conservé et fier de sa collection secrète de restes humains. Les pièces qu'il échangeait n'étaient pas seulement des objets d'art anciens, mais aussi des symboles inquiétants d'une réalité sombre et tordue où la valeur de l'histoire était éclipsée par les horreurs qu'elle recelait.